C'est la Terre. C'est notre maison. Elle est solide et inébranlable, mais aussi fragile et vulnérable. Le climat de la Terre change rapidement, d'après les spécialistes, ce qui représente une grande menace pour notre avenir. Mais les causes et effets peuvent être difficiles à comprendre. Regardez à quel point le climat a changé au cours du siècle dernier. Apprenez les différentes causes de ces changements et les effets qu'ils ont sur la nature. Découvrez à quoi pourrait ressembler le monde si nous nous attaquons rapidement au changement climatique et les conséquences si nous ne faisons rien. Nous ne pouvons pas résoudre un problème sans le comprendre d'abord. Alors, commençons ensemble notre exploration. Vous êtes sur le point de découvrir comment la météo impacte notre planète sur une année complète. Nous sommes le 1er mars 2019 et c'est le début du printemps météorologique dans l'hémisphère nord. Lançons la lecture. 2 secondes correspondent à une journée passée. La Terre effectue donc une rotation complète. À cette période de l'année, des cyclones tropicaux se forment dans l'océan Indien sud-ouest. Ce cyclone s'appelle Idai. Il s'agit du 2e cyclone le plus meurtrier jamais enregistré dans l'hémisphère sud. Plus de 1000 individus perdent la vie en Afrique de l'Est. Cette année, la température de l'océan Indien est inégalement répartie. La partie est est anormalement froide et la partie ouest est anormalement chaude. L'eau plus chaude participe à l'intensité du cyclone Idai et l'Afrique connaît de fortes pluies tout au long de l'année. De l'autre côté de l'océan, où l'eau est plus froide qu'à l'accoutumée, la sécheresse fait rage. Passons au mois de mai en Amérique du Nord. À cette période de l'année, un flux d'air chaud et humide allant vers le nord se heurte à un flux d'air froid et sec allant vers le sud. Lorsqu'ils se rencontrent, une super tempête commence à se former. Ce super orage intense peut générer de violentes colonnes d'air rotatifs qu'on appelle tornades, qui peuvent atteindre la vitesse de vent la plus élevée de la planète. Elles peuvent aller jusqu'à plus de 400 km/h. Plus au nord, on peut voir la fumée générée par d'importants incendies dans l'Alberta, au Canada. Un temps sec et venteux favorise leur propagation sur une région plus vaste que d'habitude. À mesure que l'année avance, le point où le Soleil est observé au zénith se déplace vers le nord, car la planète est inclinée. Il atteint sa position la plus au nord sur le tropique du Cancer. Sur cette ligne imaginaire se trouve l'Inde, et la lumière directe du Soleil y crée une forte vague de chaleur. Les environs de l'équateur ne sont pas les seuls touchés par les températures élevées. Près de l'Arctique, il fait plus chaud qu'à l'accoutumée, et en Sibérie, une région aussi vaste que la Belgique est en feu. L'Europe subit désormais une vague de chaleur à son tour, et des centaines de personnes succombent à ces températures records les jours suivants. La vague de chaleur de 2022 en Europe est l'événement climatique le plus mortel au monde cette année-là. Pendant ce temps, en Inde, les pluies de mousson arrivent. Elles surviennent chaque année lorsqu'une différence de température entre les terres et l'océan change la direction du vent. Elles sont plus tardives, mais ce sont les plus intenses qui se soient produites depuis 25 ans, alimentées par la même eau chaude liée aux pluies plus fréquentes en Afrique. En Amérique du Sud, des incendies dans la forêt amazonienne, actifs depuis le début de l'année, atteignent leur apogée. Ces incendies sont déclenchés volontairement pour défricher les terres pour l'agriculture, mais les températures élevées assèchent la végétation. Les incendies sont donc bien plus intenses et se propagent plus vite. Ils sont bien plus nombreux cette année que d'habitude. À mesure que l'été avance dans l'hémisphère nord, l'océan Atlantique se réchauffe.
Les conditions sont réunies pour que se forment des cyclones tropicaux comme celui-ci, l'ouragan Dorian. Il vient d'atteindre les Bahamas et représente la pire catastrophe naturelle de l'histoire de la région. Les dégâts sont terribles. Au moins 70 000 personnes perdent leur domicile. On dénombre 84 victimes et plus de 200 disparus. Dorian commence à faiblir et se dirige vers la côte est des États-Unis. Les courants aériens transfèrent la chaleur et l'humidité jusqu'au cercle arctique. L'Arctique est particulièrement touché par la hausse des températures. À cette date, la quantité de glace de mer est la deuxième plus faible enregistrée depuis le début des relevés par satellite dans les années 1970. Dans l'océan Atlantique, tous les ouragans ne se dirigent pas vers l'Amérique du Nord. Celui-ci, l'ouragan Lorenzo, est en direction de l'Europe. Et c'est l'ouragan de catégorie 5 le plus à l'est jamais enregistré. Lorsqu'il atteint les eaux plus froides autour des îles britanniques, il perd de son intensité. Mais puisque le climat change, en sera-t-il toujours ainsi? De l'autre côté de la planète, un autre cyclone tropical appelé le typhon Hagibis se déplace lui aussi plus loin que d'habitude. Touchant le Japon pendant la Coupe du monde de rugby, c'est l'un des plus puissants de l'histoire et il a causé des dégâts considérables. Plus au sud, l'Australie subit la sécheresse depuis plusieurs mois. Elle est sur la partie est, plus froide, de l'océan Indien, où les pluies sont moins fréquentes. Les températures records de l'air ont aggravé les choses. Des feux de forêt se propagent dans toute l'Australie. Et au mois de décembre, ils atteignent leur apogée. Les incendies ont un impact majeur sur l'écologie de la région. Des milliards d'animaux meurent. Et il faudra des années pour que de nombreuses régions s'en remettent. Aujourd'hui, à l'autre bout du monde, un Boeing 747 effectue un vol transatlantique record. New York-Londres, en seulement 4 heures et 56 minutes. Cette prouesse a été favorisée par un puissant courant de jet faisant office de vent arrière. Ce courant aérien à haute altitude est plus puissant et il envoie tout un groupe de tempêtes en direction de l'Europe. Ces tempêtes frappent l'une après l'autre et font du mois de février le plus humide des îles britanniques. Voilà la fin de cette année riche en événements climatiques pour la Terre. Encore une année extrême, touchée par la hausse des températures. 2019 fut la deuxième année la plus chaude de l'histoire, et l'année 2020 le sera encore plus. Chaque année, l'enchaînement des saisons influe sur la météo à travers le monde. Mais il existe d'autres changements naturels, moins réguliers, qui peuvent également avoir une influence centrale sur la vie des gens. Ces changements peuvent s'étendre sur des périodes allant de quelques mois à des décennies. Une fluctuation de la température de la surface de la mer, appelée dipôle de l'océan Indien. Elle se trouve être l'une des plus élevées jamais enregistrées. L'océan Indien occidental est devenu bien plus chaud qu'à l'habitude, ce qui a entraîné une évaporation plus intense et a causé des pluies torrentielles. Cela a provoqué des inondations en Afrique de l'Est qui ont mis en péril presque 3 millions de personnes. Au même moment, la partie orientale a considérablement refroidi, ce qui a asséché et réchauffé une partie de l'Australie plus que d'habitude, facilitant la prolifération des feux de brousse. Ce phénomène peut également s'inverser parfois, causant des inondations en Australie et en Indonésie et des sécheresses en Afrique. Un autre phénomène est connu pour avoir un effet bien plus puissant que le dipôle de l'océan Indien. En fait, celui-ci est capable d'affecter la température de la planète tout entière. Il s'agit du phénomène El Niño, qui est aussi connu sous le nom de ENSO. Ici, c'est la température de la côte pacifique tropicale Est qui se réchauffe, ce qui peut provoquer des bouleversements dans la vie marine. En 1998, El Niño a provoqué le premier blanchissement de coraux qui n'a jamais été répertorié.
Lorsque le phénomène s'inverse et prend le nom de la Niña, on assiste à des vagues de froid dans le nord de l'Amérique, des inondations en Australie et une recrudescence des ouragans en Atlantique. Au milieu du siècle dernier, peu de gens s'intéressaient au changement climatique. Les taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère étaient inconnus. Les températures étaient enregistrées, mais personne ne les assemblait pour avoir un aperçu précis. À cette époque, le jeune chercheur Charles Keeling étudie un moyen de mesurer le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il obtient la preuve que ce niveau fluctue selon les saisons, mais qu'il augmente continuellement. Des scientifiques avaient déjà affirmé que c'était probable. La combustion d'énergie fossile libère dans l'atmosphère des millions d'années de carbone stocké. C'est inquiétant, car en tant que gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone emprisonne la chaleur, ce qui réchauffe la planète entière. Revenons maintenant à l'époque actuelle. Nous avons à présent un aperçu complet de la hausse de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le niveau continue d'augmenter. Et en 2021, il a augmenté de 50% depuis que l'être humain a entrepris la révolution industrielle. Mais c'est le rythme d'évolution qui est le plus préoccupant. Sur les 120 dernières années montrées sur ces graphiques, des facteurs majeurs pouvant influer sur la température mondiale ont eu un impact négligeable. Ce sont par exemple la quantité d'énergie solaire ou la quantité de poussière des éruptions volcaniques qui empêcheraient l'énergie solaire de passer. Nous savons que l'augmentation des gaz à effet de serre est le facteur principal du réchauffement climatique de ces 120 dernières années. Mais à quel point ont-ils affecté la température de la planète? Des années de relevés provenant du monde entier ont été rassemblées pour nous donner un aperçu du changement de la température mondiale au fil du temps. Bien évidemment, elles ont augmenté. La température est aujourd'hui beaucoup plus élevée qu'il y a un siècle. C'est surtout la vitesse du réchauffement qui est le point le plus inquiétant. L'effet réel a toutefois été occulté car 90% de la chaleur supplémentaire a été absorbée par les océans. Depuis 1955, nous sommes aussi capables de surveiller cette donnée. Au fil des ans, la chaleur sera progressivement renvoyée vers l'atmosphère. Même s'il est possible de réduire les niveaux de gaz à effet de serre, cette chaleur maintiendra malheureusement la température mondiale au-dessus de son niveau idéal. Jusqu'ici, nous avons examiné les effets dans leur ensemble. Regardons maintenant comment les températures ont changé à différents endroits du globe. Commençons en 1901 et parcourons les années jusqu'à aujourd'hui. Les pics indiquent la différence de température par rapport au milieu du XXe siècle. Les pics bleus, plus froids, les pics rouges, plus chauds. Plus les pics sont longs, plus la différence est importante. Observez la disparition progressive de la zone bleue plus froide. Puis, les pics rouges prennent le relais à mesure que la planète se réchauffe. Vous pouvez voir comment le réchauffement s'est accéléré, particulièrement ces dernières années. Et certaines régions sont plus réchauffées que d'autres, en particulier l'Arctique. Le réchauffement de l'Arctique a eu de lourdes conséquences. Depuis 1979, les satellites sont capables de surveiller la glace de mer et sa quantité dans l'Arctique a très fortement diminué. La glace permet de renvoyer la chaleur dans l'espace. Sa diminution a causé une augmentation de l'absorption de chaleur par l'océan libre de glace, provoquant un réchauffement encore plus important. Si on examine les relevés de température au Svalbard, dans le cercle arctique, l'augmentation est particulièrement visible depuis quelques années. Cela a eu pour conséquence une diminution spectaculaire du volume des glaciers. Ceci montre l'état du glacier en 1936. Et ceci montre l'état actuel du glacier. La zone rouge montre la quantité de glace qui a disparu. Mais cet endroit n'est pas le seul touché. Ces 40 dernières années, l'épaisseur moyenne des glaciers dans le monde a diminué de 24 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 8 étages.
les îles Nancy diminuent aussi. Ils ne sont surveillés de manière précise que depuis les années 1990. Mais entre-temps, le Groenland a perdu près de 5000 gigatonnes de glace. Fondue, elle représente 2 fois le volume du lac Victoria, en Afrique. Toute l'eau de fonte issue d'îles Nancy et de glaciers terrestres s'écoule dans les océans, ce qui fait monter le niveau des eaux. Ce phénomène est aggravé par l'augmentation de la superficie des eaux océaniques quand elles se réchauffent. Ce graphique montre la montée des eaux au cours des 120 dernières années. La moitié de cette hausse s'est produite dès le début des années 1990. Comme pour les températures, des zones sont plus touchées que d'autres. Certaines zones de basse altitude sont d'ores et déjà menacées. Il est difficile de prouver que des événements climatiques spécifiques sont dus au changement climatique. Nous savons cependant qu'ils deviennent extrêmes à mesure que la planète se réchauffe. Les vagues de chaleur se multiplient et des records de température sont enregistrés. Les changements au niveau des pluies engendrent des phénomènes météorologiques plus graves et fréquents, allant des sécheresses aux inondations. Ces 9 dernières années ont été les plus chaudes au niveau mondial. Lors de la première découverte de Keeling, nous n'avions que peu de preuves du changement climatique. À mesure que chaque année passe, nous recueillons de plus en plus de données montrant à quel point le climat change. L'atmosphère terrestre est composée à 78% d'azote et à 21% d'oxygène. Le 1% restant regroupe les gaz à effet de serre. Ils sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Cet unique petit pourcentage est essentiel pour réguler le climat. Sans les gaz à effet de serre, la Terre serait bien trop froide pour être habitable. Ils agissent comme une couverture qui réchauffe la planète. À l'image des vitres d'une serre, ils piègent la chaleur générée par le Soleil qui autrement serait renvoyée vers l'espace. Alors pourquoi cherche-t-on à s'en débarrasser? Parce que l'activité humaine augmente fortement les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La Terre se réchauffe au-delà de ce que les plantes et les animaux qui y vivent peuvent supporter, et trop vite pour qu'ils puissent s'y adapter. Cela montre les contributions humaines principales sur le climat, représentant à la fois les effets de réchauffement et de refroidissement. Les gaz à effet de serre sont mis en avant, et c'est le dioxyde de carbone qui accentue le plus le réchauffement. Depuis l'industrialisation de certaines régions du monde, le taux de dioxyde de carbone que l'on trouve dans l'atmosphère a augmenté de 50%. Et cela ne fait que s'accélérer. En procédant aujourd'hui à l'analyse d'échantillons provenant des fonds marins, on sait que le niveau des océans n'a jamais été aussi haut depuis 2 millions d'années. Il serait encore plus élevé si le surplus de dioxyde de carbone n'était pas absorbé par les terres et les océans. Le méthane est le deuxième facteur le plus important. Il y en a environ 200 fois moins dans l'atmosphère, mais il est beaucoup plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone. Depuis l'ère pré-industrielle, le taux de méthane a plus que doublé. Dans les faits, rien que sur ces 10 dernières années, il a augmenté de 10%. Mais le gaz à effet de serre le plus abondant sur la planète est de loin la vapeur d'eau. Elle est créée par le phénomène d'évaporation et éliminée par la pluie. Le taux de vapeur d'eau dans l'atmosphère varie selon la température atmosphérique. Si la température augmente de 1 degré, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus. Mais gardez à l'esprit que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre et que ces 7% supplémentaires entraînent un réchauffement. Ce phénomène s'auto-alimente. C'est un cercle vicieux qui amplifie aussi l'effet de réchauffement des autres gaz à effet de serre. Lorsque l'atmosphère est réchauffée, elle peut stocker plus de vapeur d'eau, ce qui accentue le réchauffement. Généralement, la vapeur d'eau est invisible, mais une petite partie se transforme en nuages, qui sont plutôt efficaces pour piéger la chaleur, notamment en haute altitude. Certains peuvent même renvoyer l'énergie du soleil vers l'espace, ce qui compense en partie le réchauffement. Donc, l'emballement récent du réchauffement climatique est bien dû au gaz généré par l'humain. Mais que se passerait-il si nous arrêtions d'en émettre ?
En réalité, même si nous arrêtions tout à coup d'émettre des gaz à effet de serre, la quantité déjà émise ne disparaîtrait pas instantanément. Alors combien de temps mettraient les gaz à effet de serre pour retrouver le niveau qu'ils avaient avant l'apparition de l'activité humaine? Le méthane mettrait environ 10 ans à se dissiper, mais il pourrait falloir des centaines d'années pour que le dioxyde de carbone disparaisse de l'atmosphère et encore plus dans les océans. Pour mettre un terme au réchauffement climatique, idéalement, nous devons réduire nos émissions de gaz, mais aussi trouver des moyens de faire disparaître l'excès de gaz qui est déjà présent. À quoi ressemblera le reste de ce siècle sur notre planète? Alors que la Terre se réchauffe, l'impact du changement climatique devient plus grand. De fait, la température mondiale moyenne a augmenté d'environ 1,2 degré Celsius par rapport à la période de la révolution industrielle et nous commençons déjà à ressentir une partie des effets. En 2015, la plupart des pays du monde ont signé les accords de Paris, qui visaient à limiter le réchauffement de la température à 2 degrés Celsius tout en cherchant à le limiter à 1,5 degré Celsius. Même si la température demeure sous ce niveau, il restera des problèmes. L'objectif de 1,5 degré est une simple mesure de protection, pas une garantie. Donc, respecter ces accords nous est-il vraiment bénéfique? Par ailleurs, quelles seraient les conséquences si nous y renoncions? La section projection nous permet d'explorer les possibilités grâce aux informations prises dans les meilleures modélisations climatiques actuelles. Les résultats dépendent de la masse de gaz à effet de serre que nous relâchons dans l'atmosphère. Donc, dans cette section, nous pouvons choisir différents scénarios d'émissions pour voir ce qui se passerait. Pour chaque avenir possible, nous observons l'évolution du changement des températures et l'impact que cela aurait sur de nombreux facteurs. En quelque sorte, c'est comme la section Observation, avec les graphiques de tendance mondiale et les pics de température régionaux. Seulement ici, les graphiques sont adaptés aux tendances à long terme, plutôt qu'à des années spécifiques. Les simulations du modèle nous donnent accès à bien plus de données qu'on en observe en réalité, surtout avant que les satellites n'aient été disponibles. Donc, cette section contient des informations supplémentaires pour mieux voir les conséquences sur le monde naturel et sur nous. Nos cartes affichent des informations climatiques détaillées et la manière dont chaque partie du monde est touchée. Elles sont conçues pour chaque niveau de réchauffement. Les paliers de 1,5 et 2 degrés ciblés et le scénario catastrophe de 4 degrés Celsius. On peut regarder deux types différents de données en même temps pour faciliter les comparaisons. On constate que certaines zones seront plus humides, quand d'autres connaîtront la sécheresse. Pour chaque scénario d'émission, nous pouvons aussi surveiller différents risques affectant le climat et la rapidité de leur progression au fil du temps. Nous voyons qu'aujourd'hui même, les coraux d'eau chaude sont menacés. Mais heureusement, il faudrait atteindre des températures bien plus élevées pour atteindre le pic climatique, le point de non-retour pour la planète. Les calculs partent du principe que la société n'a mené aucune action pour s'adapter au changement climatique, ce qui rend les conséquences aussi graves que possible. Cela est valable pour les parties les moins développées du monde et aussi pour les autres si les changements sont trop rapides. En réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons ralentir le réchauffement planétaire et réduire les impacts à long terme, pour que l'être humain et la nature aient le temps de s'adapter. L'histoire continue d'évoluer. En 2023, les températures ont connu une augmentation fulgurante.
L'année fut la plus chaude jamais enregistrée. Mais 2024 est allé encore plus loin. En effet, les températures ont excédé de 1,5 degré les données de l'ère pré-industrielle. Rappelons que la majorité de la chaleur est stockée dans l'océan, ce qui occulte l'ampleur réelle du problème. Si nous continuons sur cette lancée, à la fin du siècle, la planète se sera réchauffée de près de 3 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Les vagues de chaleur, les sécheresses et les fortes précipitations seront plus fréquentes et intenses. Il est très probable que les cyclones tropicaux soient aussi dévastateurs que l'ouragan Dorian, comme on peut le voir ici. Tout le monde en subira les conséquences. Mais il est possible que les choses se passent autrement. Nous connaissons les causes du problème. La combustion d'énergie fossile a libéré dans l'atmosphère des millions d'années de carbone stocké, ce qui a fait chauffer l'atmosphère. De plus, nous avons détruit des composantes naturelles comme les tourbières et les forêts qui auraient pu aider à recapturer ce carbone. L'accord de Paris a fixé un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. La quantité de carbone que nous relâchons devrait être contrebalancée par la quantité que nous recapturons. Cela réduirait la hausse du réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Un constat bien moins alarmant que les 3 degrés vers lesquels nous tendons. Nous avons déjà parcouru du chemin et rapidement adopté des technologies vertes. Il y a environ 15 ans, les recherches sur le climat indiquaient un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici 2100. Il y a donc toujours de l'espoir. Mais il faut que nous menions des actions, et ce, dès maintenant. Nous devons réduire autant que possible la quantité de combustibles fossiles que nous brûlons et passer à des énergies renouvelables. Il faut restaurer et développer des composantes naturelles, comme les tourbières, les forêts et les herbes marines, pour capturer le carbone que nous émettons. Chacun doit jouer son rôle. Cela s'applique à la fois à nous, individus, et aux communautés. Nous pouvons également inciter les industries et les nations à jouer leur rôle en choisissant les organisations que nous soutenons. Nous sommes 8 milliards d'individus sur la planète. Tout dépend des choix que nous faisons. La manière dont nous voyageons, dont nous chauffons nos foyers, ce que nous consommons. Le défi est de s'assurer que le maximum de personnes comprennent la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est la première étape vers un changement positif. La moindre contribution de chacun pour limiter le réchauffement peut faire la différence. La moindre fraction de degré compte.